Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est toujours bizarre de commencer à filmer dans un nouvel endroit. Pour le petit disclaimer, ça va être mon fond de vidéo pendant à peu près un an, même si puisque je suis en France cette année, je vais pouvoir revenir et faire des vidéos devant ma bibliothèque si j'en ai envie, mais pour l'instant ce sera le fond des vidéos tant que je filmerai ici, c'est-à-dire à Lille, puisque je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo sur l'assistanat, mais je reprends des études pour devenir prof de français au Royaume-Uni, et donc je fais ma première année de master à Lille 3 en ce moment. Donc voilà, les Lillois, les Lilloises, où est-ce que vous êtes dans les commentaires? Aujourd'hui on va parler du PLIB et on va parler de mon classement pour le PLIB. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière et je trouve que ça fait une bonne conclusion de l'aventure à chaque fin d'année, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire. C'est terrible, je sais même pas ce que veut dire PLIB dans l'acronyme. Retenez juste que c'est le prix littéraire de Booksphere je crois. À chaque fois on a des livres à lire et on doit voter. Vous connaissez un petit peu le principe d'un prix littéraire, n'est-ce pas? Il y avait 5 livres qui étaient en finale pour ce PLIB 2021. Rouge de Pascaline Nolo et voilà, c'est le seul que j'ai ici parce que c'est le dernier que j'ai lu, je l'ai fini hier. Ric-rac. Il y avait La princesse au visage de nuit de David Braille, La ville sans vent de Éléonore de Villepoix, Steam Sailors de E.S. Green et Rocaille de Pauline Cidre. Donc je vais faire comme l'année dernière, je vais faire un petit classement du numéro 5 au numéro 1 et on va commencer par le dernier livre que j'ai lu et celui qui est aussi en dernière position. Il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo. Une raison pour laquelle j'ai attendu limite jusqu'au dernier moment pour le lire, c'est qu'il me faisait pas du tout envie. Vous serez heureux et heureuse quand même de savoir que ça n'a pas du tout été un mauvais moment de lecture, mais effectivement ça n'était pas dans... voilà, ça ne sera pas mon finaliste et je ne l'aurais pas mis dans les finalistes si, voilà, si j'avais eu entre guillemets mon mot à dire. Il n'était pas dans les finalistes de toute façon, vous l'avez compris. On va suivre Rouge qui a hérité de ce nom parce qu'elle a une énorme tache de vin, une énorme tache rouge qui lui prend à peu près la moitié du visage et dans ces espèces de, j'ai l'air de temps reculés, on ne sait pas si c'est des temps reculés mais ça fait une petite ambiance un peu moyenâgeuse dans ces eaux-là. De toute façon, puisque c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge d'une certaine manière, ça nous rappelle le temps des contes qui était quand même écrit il y a pas mal de centaines d'années. Donc petite ambiance un peu Moyen-Âge, il faut le dire. Et du coup, Rouge, à cause de sa particularité physique, on va penser que sa mère avait copulé avec le diable et que du coup c'est l'enfant du prince des ténèbres et donc personne ne veut la toucher, c'est une paria, etc. Il y a une enchanteresse dans la forêt à côté du village qui s'appelle la grand-mère, c'est pour ça que voilà, la petite réécriture du Chaperon Rouge. Et à chaque fois enfin 7 jours après qu'une fille ait eu ses règles, enfin qu'une personne avec un utérus ait eu ses règles, mais bon voilà, elle demande à ce que cette personne soit envoyée dans la forêt, les loups viennent l'escorter et ensuite on ne revoit plus jamais cette jeune personne. Voilà, donc on va commencer l'histoire au moment où Rouge va avoir ses règles et donc va être envoyé dans la forêt. Donc une réécriture du Petit Chaperon Rouge assez innovante. J'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir justement la grand-mère qui est pas forcément ce personnage hyper sympathique. On a aussi les loups qui du coup sont des figures assez ambiguës. Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce que ce sont des protecteurs? Ou est-ce qu'au contraire ils vont essayer d'attaquer Rouge? On a le personnage du chasseur qui est très problématique et voilà, qui était vraiment bien construit. Enfin bien construit. C'est intéressant de twister le conte d'origine et c'est ce qui m'a le plus plu dans cette œuvre, c'est le twist du conte d'origine, c'est de me dire ah oui, là dans le conte d'origine il se passait ça, donc maintenant c'est comme ça qu'elle l'a perçu. Et ça parlait aussi énormément de violences sexuelles, sexistes, de viol, et ce sont des thèmes et des thèmes qui me parlent énormément. Donc tout ça, ça a contribué au fait que ce n'est pas du tout une mauvaise lecture.
Maintenant, le petit problème que j'ai trouvé avec ce livre, ce sont les ficelles que j'ai trouvées assez grosses. On sait majoritairement vers où l'histoire va aller, pour moi en tout cas. La construction est assez bateau, dans le sens où il y a des choses qui sont assez convenues, il y a des éléments de surprise bien sûr, mais les éléments de surprise surtout qui arrivent vers la fin de l'ouvrage, pour moi n'étaient pas assez exploités et auraient mérité d'être beaucoup plus exploités. On est aussi dans un roman young adult et parfois avec les romans young adult, je trouve qu'il y a eu un propos qui est simplifié. Voilà, qui n'est pas aussi fouillis que dans des romans qu'on aurait pu penser plus subtils. Bref, voilà. Mais ça faisait quelque chose qui était quand même intéressant, voilà, comme je l'ai dit, pas une mauvaise lecture, mais pas quelque chose d'extraordinaire selon moi. Donc 5e place, Rouge. En 4e place, j'ai décidé de mettre Rocaille de Pauline Cidre. Puisque ça fait seulement 15 jours que je l'ai lu, j'ai déjà du mal plus ou moins à me souvenir de ce que j'ai lu. Pour moi c'était une bonne fantaisie adulte, assez développée avec un univers bien à elle, des images, des thèmes assez intéressants. Mais voilà, je me souviens du coup de quelques personnages, je me souviens de quelques grandes lignes. Malheureusement, le bouquin, même si je pense qu'il était de qualité, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable et donc effectivement ça ne peut pas être mon finaliste. Dans Rocaille, on va suivre Gésil qui était le dernier roi vert en date. Il a été assassiné et on va suivre De Fenestrelle qui le ressuscite et maintenant il a 8 ou 9 vies je crois. Et au fur et à mesure du livre, on va le suivre, ainsi que la compagnie des Fenestrelles, le dernier mage, et ils vont essayer de reprendre le pouvoir tout en découvrant que peut-être il y a une solution à ce problème de la rocaille, puisque dans ce pays rien ne pousse, et il y a une espèce de malédiction qui fait que chaque jour il y a un nouveau dérèglement climatique, un jour il y a de la pluie, un jour ça neige, un jour c'est l'orage, etc. Bref, vous m'avez compris. Et c'était une bonne fantaisie. Je ne sais pas quoi vous dire, vraiment, malheureusement, j'ai vraiment pas grand chose à en dire. Dans le sens où je me suis laissée porter, ça s'est bien lu. Mais c'était pas non plus extraordinaire pour moi. Et il y avait des personnages voilà, qui me restent en tête comme du coup Gésil, mais alors les autres je les ai déjà oubliés, leur nom en tout cas, donc souvent c'est pas un bon un bon présage. 3e position, on a La princesse au visage de nuit de David Braille, et lui il aurait pu être tellement plus haut s'il n'y avait pas eu un petit pépin, quelques passages qui m'ont vraiment gênée, mais on en reparle tout de suite. C'est le seul fantastique qu'on a eu à lire et j'aime beaucoup le fantastique, mais voilà, c'est une petite parenthèse. Donc on va suivre ce jeune homme qui retourne dans son village d'origine qui est pas très loin de Paris pour l'enterrement de ses parents parce qu'ils ont eu un accident de voiture. Ça faisait 20 ans je crois qu'il ne les avait pas vus, puisque à la suite d'une nuit très compliquée pour lui et 2 de ses amis, il a été placé en foyer, famille d'accueil, etc. parce qu'on a découvert des sévices de la part de ses parents, des sévices physiques sur son corps, etc. Et cette fameuse nuit de la Saint-Jean d'il y a 20 ans, il est rentré dans la forêt avec 2 de ses amis, ils avaient une dizaine d'années, pour chercher la princesse au visage de nuit qui a la réputation d'exaucer les vœux des enfants malheureux. Et malheureusement, 2 ne sont jamais ressortis de la forêt et lui est le seul à avoir survécu à cette tragédie. Et donc quand il va retourner dans son village natal, des choses étranges vont commencer à se passer. Il y a aussi l'enquête sur la mort de ses parents qui le ramène toujours à la légende de la princesse au visage de nuit. Et c'était absolument génial. Toute la partie thriller, toute la partie mystère, ça m'a vraiment fait flipper, mais de fou. Certains passages, j'étais là, je sais que c'est un livre, mais le fantastique, ça fait vraiment quelque chose pour moi de plus que la fantaisie, on va dire.
Il y avait un côté assez horrifique à certains moments que j'ai vraiment énormément apprécié. Cette année j'ai aussi lu Que passe l'hiver de David Braille et c'était un des coups de cœur du début d'année. La princesse au visage de nuit, ça aurait pu être la même chose s'il n'y avait pas eu des passages que je trouve absolument inutiles. Les passages où le jeune homme est avec ses amis à Paris. Et alors, c'est un défilé de clichés, de propos à la limite du racisme, de l'homophobie. Vraiment, enfin, j'ai vraiment tiqué à certains moments, notamment les insultes, les injures homophobes qui sont proférées à l'encontre d'un des meilleurs amis du jeune homme qui est homosexuel. Et c'était dit dans un cadre, voilà, on est tous amis et on se traite, on s'appelle hey, machin, tout ça. Mais ça m'a vraiment profondément dérangée. J'ai trouvé que c'était totalement gratuit, que ça n'avait pas du tout sa place. Surtout dans un roman de David Braille, parce que un livre que je n'ai pas encore lu de lui qui est Le garçon et la ville qui ne souriait jamais, je crois, qu'une de mes meilleures amies a lu, justement ça parle d'homosexualité et ça en parle bien apparemment, et j'avais jamais ressenti cette espèce de oula qu'est-ce que c'est que ça en lisant un livre de David Braille. J'en avais jamais entendu parler non plus. Malheureusement c'est une des seules raisons pour lesquelles c'est pas mon finaliste. J'ai vraiment hésité et finalement je me suis dit que même si le reste de l'histoire était super qualitatif et que ça m'avait tiré des larmes, j'avais beaucoup aimé cette ambiance de mystère et une ambiance très sombre aussi que franchement je vous recommande absolument pour l'automne, c'est vraiment top. Et le fait de pas réussir à passer au-dessus de ces passages que je ne comprends pas ce qu'ils font là, ça fait que malheureusement La princesse au visage de nuit n'est pas mon finaliste. En deuxième place, j'ai choisi de mettre Steam Sailors de E.S. Green que j'ai adoré. C'est vrai que ça a été une super lecture, une lecture super fun du mois de mai. Dans Steam Sailors, on va suivre une jeune femme, oui j'ai à nouveau oublié les noms, on va suivre une jeune femme qui vit une vie pas terrible. Elle était apprentie d'un médecin mais elle s'est fait chasser de cet apprentissage quand le médecin est décédé, notamment parce qu'elle est une femme, et donc elle est dans une espèce de cabane au fond des bois, être un petit peu la sorcière du coin. En fait elle a juste des remèdes comment dire, de plantes et tout. Un jour cette jeune femme va se faire enlever par des pirates de l'air et va monter dans l'héliotrope qui est un bateau qui vole, ouais, un vaisseau volant, mais je pense qu'il ressemble à une espèce de mix entre une sorte de vaisseau et puis justement quelque chose comme le Jolly Roger dans Peter Pan. En tout cas c'est comme ça que je l'ai imaginé. La couverture est absolument splendide et c'est vraiment très très chouette, et elle va naviguer dans les airs du coup et dans ce haut monde avec des pirates de l'air et des personnages hauts en couleur qui sont super chouettes. Et puis on va être dans une quête pour retrouver les alchimistes qui apparemment avaient une ville secrète dans laquelle ils ont caché tous leurs trésors quand ils ont senti le vent tourner et que les gens ne voulaient plus d'eux. À nouveau, voilà, les populations qui disparaissent, cette histoire un petit peu de sorcellerie, on en revient à ça. Et c'était vraiment très très chouette, un super moment. Je compte bien acheter le tome 2, probablement aux Imaginales, et le faire signer parce que c'était vraiment super, un super moment. J'ai adoré, mais d'un point de vue où j'ai vraiment rien à en dire entre guillemets, en disant juste j'ai adoré, c'était trop bien, c'était trop fun, et c'était un super roman d'aventure. En plus, au même moment, je me suis fait ce tatouage, et donc j'étais en train de lire Steam Sailors à ce moment-là. C'est pas du tout pour Steam Sailors, mais ça m'a fait énormément penser à ma lecture en cours, et donc maintenant quand je le vois, je pense aussi aux pirates de l'air et tout, et c'est vraiment trop trop chouette. Et bien sûr, vous l'aurez compris, mon finaliste c'est La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. D'ailleurs j'ai le tome 2 ici que je pense faire signer à Éléonore de Villepoix aux Imaginales et que je compte lire à ce moment-là. Dans La ville sans vent, on va suivre Arca et Lastianax. Arca, c'est une jeune femme qui arrive à la ville sans vent en quête de son père. Elle est assez jeune, elle a 12-13 ans je crois. Son père était mage et il a mis sa mère enceinte, et ensuite ils n'en ont jamais plus entendu parler. Elle n'a plus de famille, donc elle cherche son père, et en même temps elle cherche aussi
à développer ses pouvoirs, probablement, de mage. Et l'Astyanax, justement, il vient de passer sa soutenance de thèse, on va dire, pour devenir mage. Le jour où il fait ça, son mentor est assassiné et donc on a aussi pas mal de jeux politiques avec l'Astyanax qui est propulsé dans le monde des grands, dans le monde des politiciens de la ville sans vent. Et on va pas spoiler le tome 1, mais les chemins de Arca et l'Astyanax vont être liés, vont se croiser, et évidemment on a un roman d'aventure, de quête initiatique, avec cette super ville hyper riche de la ville sans vent, avec les bas-fonds évidemment, les niveaux inférieurs qui sont pour la classe populaire et qui ne sont pas aussi bien entretenus que les niveaux du haut. Ça paraît, dit comme ça paraît limite évident, mais on va avoir aussi la théorie de méritocratie, que tous les enfants peuvent accéder au rang de mage s'ils travaillent suffisamment, en gros s'ils ont du talent, alors qu'en fait évidemment comme d'habitude on va se rendre compte que les enfants des bas-fonds n'ont pas du tout les mêmes possibilités que les enfants des étages supérieurs, tout simplement parce que pour monter d'étage il faut de l'argent. Mais ça n'a pas l'air de déranger énormément les grands qui dirigent la ville sans vent, qui, je sais pas, imaginent que tout le monde est en possession de ce type de monnaie, de ce type d'argent pour envoyer ses enfants passer l'examen d'entrée. Ils sont même pas sûrs qu'ils soient pris. Donc on a aussi une critique sociale qui est assez forte. On parle aussi de sexisme, avec le fait que l'Académie des mages est ouverte assez récemment aux femmes. Et qu'en fait, là, il y a une première femme, du coup une amie de l'Astyanax, qui a eu son diplôme et personne ne veut lui donner de travail en fait. Donc c'est un petit peu, oui, on vous autorise à aller dans cette école, donc comme ça on n'est pas accusé de sexisme, mais ensuite vous aurez aucun moyen de trouver du travail. Donc voilà, il y avait énormément de choses qui me plaisaient dans la ville sans vent. Enfin bref, il y avait un petit peu tout ce que j'aimais, c'est-à-dire une école de magie, des réflexions sur la place des gens, sur la pauvreté, sur la lutte des classes, sur l'égalité homme-femme, et puis un mystère à nouveau. Il y avait énormément de choses qui ont fait que c'est mon finaliste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a un petit peu éclairé et qu'elle vous a peut-être donné envie de lire certains livres du PLIB. Je crois que les inscriptions sont toujours ouvertes pour devenir juré du PLIB en 2022. Il faut avoir une plateforme sur laquelle on fait ses chroniques, mais sinon c'est tout à fait possible de s'inscrire, donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'être booktubeur, booktubeuse pour s'inscrire, largement pas. Donc n'hésitez pas, parce que ça me fait tous les ans découvrir des nouveaux livres et des livres vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée. N'hésitez pas à me donner votre propre classement dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!